Merci de votre fidélité. C'est la seconde partie donc de New World Forum. Nous parlons des élections aux États-Unis, les élections américaines prévues pour le 3 novembre prochain. Duel Joe Biden, Donald Trump, et notre invité pour cette seconde partie, c'est Dr Théo Bito. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci une fois encore de répondre à notre invitation. Vous êtes un conseil international et enseignant-chercheur des universités. Vous intervenez notamment à l'université de Lomé. Et vous-même, d'une part, diplômé de fin de 3e cycle de l'école de droit de l'université d'Austin au Texas, aux États-Unis. Et d'autre part, de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Docteur Théo Bito détient un certificat sur le règlement du contentieux arbitral international de l'université de Leiden aux Pays-Bas. Arbitre commercial et d'investissement, vous collaborez avec plusieurs centres d'arbitrage avec une longueur d'expérience auprès de la Cour internationale d'arbitrage, de la Chambre de commerce internationale de Paris. Et vous êtes, autant dit simplement, spécialiste des négociations publiques-privées et internationaliste avec plusieurs années de pratique de droit. Merci pour ce CV très riche, docteur Théo. Je vous en prie. Alors, on va donc évoquer les élections américaines, les États-Unis que vous connaissez très bien pour avoir étudié là-bas, et même peut-être pour être un citoyen même américain, non? Oui, je le suis. Je le suis. Alors, je voudrais qu'on commence avec les sondages qui ne sont pas très favorables à Donald Trump. Biden mène devant donc le président sortant dans la course à la Maison-Blanche selon les derniers sondages. Est-ce que les élections sont déjà faites, docteur Théo Bito? Permettez-moi de vous remercier d'abord pour cette opportunité. Et pour rebondir sur cette question, je dirais simplement que il est trop tôt. Il est vraiment trop tôt de dire que les élections, enfin l'enjeu n'est plus détail. Parce que, comme vous savez, c'est des sondages. Les sondages, ce sont des opinions. Les opinions ne sont pas matérielles. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment sage et attendre que le 3 novembre, que les Américains votent, ceux qui vont voter le jour-là, parce qu'il y a une grande majorité, bien sûr, qui a déjà voté, attendre le 3 novembre pour voir, effectivement, si les sondages rencontrent la réalité. Mais d'année en année, les sondages se sont raffinés quand même. Les méthodes, scientifiquement, les sondages deviennent presque des réalités. Oui et non. Oui, dans le passé, bien avant l'arrivée de Donald Trump, il y avait une certaine consistance, une certaine consistance dans les sondages, qui, à la fin, était de nature à épouser la réalité. Mais vous savez, le scénario Trump-Hillary, c'est en 2016, n'est-ce pas, qui a porté toute une réalité. Aujourd'hui, les élections américaines sont devenues d'un enjeu international. Il y a beaucoup d'influence. Et il y a, vous savez, vous ne savez pas vous rappeler du scénario de cette société qu'on appelle Analytical. Enfin, il y avait une société britannique qui est spécialisée dans la manipulation de l'information, qui envoie des informations, par exemple, aux Américains, par exemple, pour leur donner des informations qui ne sont pas forcément vraies. Ce qu'on fait, par exemple, on va sur ta page Facebook, on voit tous les amis que tu as qui ont les mêmes intérêts que toi, on vous balance les informations sur la base de vos intérêts. C'est de l'algorithme. Aujourd'hui, l'algorithme est rentré dans la pratique politique. L'algorithme, c'est le principe basé sur les calculs de Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, c'est celui qui a créé la mathématique qui fonde l'algorithme. L'algorithme, aujourd'hui, te permet, on te donne un résultat et tu dois l'atteindre. Donc, on te donne un résultat, tu connais déjà le résultat, et maintenant, tu composes, tu prends les éléments de l'espace que tu composes pour obtenir le résultat. Donc, aujourd'hui, je voudrais, par exemple, obtenir un résultat négatif, bien que les données soient positives. On me donne les éléments, je dois pouvoir, à partir de l'algorithme, trouver des résultats négatifs. Les algorithmes sont beaucoup utilisés dans les élections. Sont beaucoup utilisés aujourd'hui. Même sur le plan des chiffres. Donc, tout ce que vous avez comme information aujourd'hui, il y a ces faux sites qui ont été créés, il y a tellement de choses. Nous sommes dans l'ère du fake news.
Donc c'est où je dis tout simplement qu'il faut aborder cette histoire de sondage avec des pincettes. Il faut être vraiment prudent quand on parle de sondage. On ne sait pas. Oui, mais c'est quand même cocasse que ce soit le roi, on va dire, entre guillemets, du fake news qui soit victime du phénomène des algorithmes. Donald Trump, celui qui abonde sur les réseaux sociaux avec des informations que beaucoup qualifient de fake. Mais voilà que peut-être la machine se retourne contre lui, on va dire, finalement. Je serai toujours prudent pour dire qu'il faut faire attention. Parce que c'est l'opinion, comme je l'ai dit au début, c'est une opinion. Ce n'est pas, on n'est pas allé devant un bureau de vote pour dire qu'on a compté les gens qui ont voté et qu'il y a tel nombre de personnes qui ont voté pour X. C'est toujours des opinions. Comme vous le savez bien, je peux dire aujourd'hui au téléphone, lorsqu'on m'appelle, je peux dire, écoutez, je vote pour X. 2 jours plus tard, j'ai dit, je vote pour Y. Mais ce sondeur n'est pas revenu pour me demander si en temps j'ai changé mon opinion. Donc aujourd'hui, je pense que... Mais ces sondages n'ont pas plus de force aujourd'hui parce que beaucoup d'Américains ont déjà voté, plus de 75 millions. Oui. L'ambassadeur nous l'a dit en première partie, ce qui est énorme. Hein. Oui, mais vous savez, les personnes en âge de voter aux États-Unis dépassent. On parle c'est-à-dire qu'on parle du fichier passé pour dire que sur le fichier que nous avons et les nouveaux enregistrements que nous avons, 75% ont voté. Mais la Cour suprême entend à décider que les gens peuvent continuer à s'enregistrer pour voter. Donc, des gens qui n'ont jamais voté peuvent s'enregistrer pour voter toujours. C'est-à-dire que tu fais quoi, comme mon prédécesseur l'a expliqué. C'est classique. Tu prouves ta citoyenneté et tu prouves ta résidence dans un État et tu peux aller voter. Donc, aujourd'hui, on ne peut même pas dire que c'est parce que par le passé, il y avait peut-être 50% de personnes en âge de voter qui ont voté. Aujourd'hui, nous parlons de 115. On va simplement dire que tout est fini. Il y a des gens, on peut dépasser ce nombre-là. Donc aujourd'hui, il y a tellement d'inconnus que ce serait vraiment un peu hasardeux d'aller sur des sondages, dire, bon, la majorité des gens ont voté. Saviez-vous pour qui ils ont voté? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Donald Trump, qui est quand même un président sortant, mais qui se retrouve un peu impopulaire, malgré les résultats économiques qu'il a obtenus, il faut le dire. C'est un des présidents américains qui a eu quand même sur le plan économique à réaliser des prouesses. Malgré le Covid, la croissance est en train de reprendre selon les derniers chiffres tombés aux États-Unis. Oui, qu'est-ce qui s'est passé avec le président Trump? Je pense qu'il y a le hasard de l'histoire. Vous savez, comme vous l'avez, je crois, j'ai un peu suivi ce que vous aviez, votre débat passé, il y a cette histoire que le président Trump est particulier. Il a amené un style de gouvernement que les gens ne connaissent pas, qui ne comprennent pas. Et ils apprennent à connaître. Il est différent. Les gens n'ont pas été préparés à ce choc-là. Ils ont vu cette Amérique stable, constante, qui va dans l'esprit de la négociation des rapports sociaux. Alors vous avez un président aujourd'hui qui est ouvert, qui dit les choses comme il le pense. Ça choque les gens. Et les gens ne sont pas préparés à cette façon de gouverner. Il y a le second aspect qui est non moins négligeable, qui est la pandémie. La pandémie. Il a un peu, selon les opinions, raté la gestion de cette épidémie. Mais vous savez, c'est un peu difficile, la gestion de cette épidémie dans des pays démocratiques. Parce que même le port de masque ne peut pas se décréter. Vous voyez, au Togo, par exemple, le gouvernement peut, de son piédestal, décider que tout le monde porte le masque. Que tu ne portes pas le masque, on peut t'arrêter ou te verbaliser. Aux États-Unis, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Mais parce qu'il faut une loi pour ça. Il faut une loi pour ça. Ah ben, il n'a pas initié une loi. Non, il ne peut pas. Il y a 50 États. Le président américain ne peut pas décider dans les affaires internes. La vie localement des citoyens est particulièrement détenue par le gouverneur. Seuls les gouverneurs peuvent décider de qui porte le masque ou pas. Alors, le gouverneur ne peut même pas décider comme ça, sans s'assurer qu'il ne viole pas les droits des uns et des autres. Certains sont contre. Ils estiment que leur liberté leur impose de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de porter un masque ou pas. Donc tu vas aller au procès pour une histoire comme ça. La personne peut porter plainte contre le gouverneur et dire non, je suis libre de porter le masque ou pas. Mais tu ne vois pas ça en train de se passer au Togo. Voilà. Voyez-vous? Donc, c'est ça la situation. La difficulté que ces pays connaissent... Il peut au moins l'encourager. On sait, Donald Trump, il n'aime pas beaucoup... L'encourager, c'est l'encourager. Le masque.
vous pouvez m'encourager à adopter un comportement, je l'accepte ou je le refuse. Voyez-vous, il n'y a pas. Vous voyez pourquoi le système marche en Chine? C'est parce que le gouvernement chinois qui est centralisé peut décider simplement, les Chinois font ceci comme ça. Mais c'est difficile en France, par exemple. C'est difficile dans les autres pays européens. C'est parce que tout est basé sur la loi. Tu ne peux pas chercher mon bonheur à mon détriment. Vous voulez dire qu'ailleurs, la loi n'est pas strictement... Non, je dis tout simplement qu'il y a une discussion sérieuse sur la liberté des gens. Donc, ce n'est pas facile aux États-Unis pour le président. Le président Trump n'a même pas le pouvoir de décider que tous les gens aux États-Unis doivent porter le masque. Qu'est-ce qu'on lui reproche alors? Comme je l'ai dit, je pense qu'il a un style qu'il a amené, que les gens découvrent, qu'ils ne comprennent pas, qu'il est différent. Vous savez, naturellement, les gens se méfient des gens différents. Il a ses erreurs à lui. Et bon, il y a cette situation qui est un peu difficile pour tout le monde. Je crois que tous les États du monde ont cette difficulté avec le Covid. Mais au-delà de tout, c'est un président qui est égal à lui-même. Différent ou arrogant? Je ne pense pas qu'il soit arrogant. Vous savez, c'est un monsieur qui est comme il est. Il s'assume. On peut dire ce qu'on veut. Il ment, il assume. Pour lui, il a été éduqué d'une manière. Il a un mental très fort. Il s'est auto-éduqué sur la positivité de l'esprit. Pour lui, tout est histoire de gagnant. Même s'il est dans une situation là, il veut gagner et il pense qu'il a gagné. Donc, c'est son état d'esprit. C'est un bon leader. Aussi avec les autres, quand il a traité certains pays africains, par exemple, de pays de merde, c'est quand même regardé de très haut. Hein. Bon, moi, sur ce point, je vais vous dire, hein, j'aime de loin celui qui me dit la vérité. Par rapport à celui qui me flatte. Qui vous caresse du sens du poil. Je dis que, à mon sens, le président Trump est le meilleur président pour les Africains. À mon sens. C'est monsieur qui vient, qui vous dit la vérité. Il vous dit, vous êtes comme ça. C'est à vous de prendre des dispositions. Donc, vous reconnaissez des pays de merde, vous aussi, en Afrique? Ben, moi, je n'ai pas de problème avec ça. S'il le dit, c'est qu'il a ses fondements. Moi, je n'ai pas de problème. Je constate autour de moi ce qui se passe. Je ne dis pas qu'un pays X est de merde, mais nous savons, c'est que quand il a dit pays de merde, c'est qu'il a mis dans pays de merde. C'est à nous, vous savez, ce n'est pas ce qu'on dit qui doit nous énerver. C'est notre comportement qui doit être à la mesure, à la hauteur de nos attentes. Si nous allons nous énerver chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, c'est pas bien. Les autres ne nous disent pas qu'on est des pays de merde, mais ils y pensent. Ils pensent vraiment qu'on est des pays de merde, puisqu'ils peuvent venir, les gens peuvent venir en Afrique faire ce qu'ils veulent. Seuls dans des pays comme ça qui ne sont pas chauds, là qu'on peut aller faire ce qu'on veut. Donc, moi, j'estime tout simplement que, oui, le président Trump est un président qui dit ce qu'il pense. Il n'est pas un politicien, l'ambassadeur l'a dit, ce n'est pas c'est un homme d'affaires. Les hommes d'affaires, c'est le résultat. Oui, il a son style qui est différent. Il a son style qui pose problème. Il a beaucoup d'erreurs. Il a cette force de dire. Bon, les gens disent qu'il se comporte, qu'il n'aime pas les Noirs. Bon, il ne les aime pas, il dit qu'il n'aime pas. Pourquoi il va faire semblant? C'est le semblant qui nous amène là où on est aujourd'hui. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Son langage franc. Honnêtement, je préfère un président qui est franc, qui dit les choses comme il se présente. Je ne dis pas que, en tant qu'Américain, je n'ai pas dit que je suis d'accord avec tout ce qu'il fait. Je dis tout simplement que sa franchise est une bonne chose. Parce que nous avons plein d'hypocrisie. C'est Napoléon qui disait que ce monde est fait de gros mensonges sur lesquels on s'entend. Napoléon l'a dit. Et c'est vrai. Trump, lui, il est venu, il dit, bon, écoutez, c'est jaune, c'est jaune. Certaines personnes n'aiment pas ça, il faut faire passer par la diplomatie. Même quand tu veux dire à quelqu'un qu'il est idiot, dis-lui qu'il se comporte d'une manière incorrecte. Vous voyez, mais il ne prend pas cette voie. C'est sa personnalité. Mais maintenant, il faudrait plutôt laisser sa personnalité, l'analyser en tant que résultat, ce qu'il a fait. Et ses rapports avec le monde, est-ce que cela a joué contre lui aussi? On sait que le président américain Donald Trump a détricoté beaucoup d'accords conclus, notamment l'accord sur le climat. Il s'est retiré de l'UNESCO. Il a donné des coups de pied à beaucoup d'organisations des Nations Unies. Même, il n'est pas exclu que les États-Unis se retirent finalement des Nations Unies s'il est réélu finalement. Est-ce que ce rapport permanemment conflictuel avec le monde, avec les grandes organisations, est-ce que ça ne joue pas contre Donald Trump? Je vais vous expliquer. Ouais. Vous savez, c'est que les gens doivent comprendre l'idéologie telle qu'elle se présente. Nous avons dans ce monde les globalistes et les nationalistes.
Donald Trump était nationaliste. Il dit l'Amérique d'abord. Hein. Pour lui, tant que les intérêts américains ne sont pas pris en compte, il prend position. Il renégocie les choses. Je ne dis pas qu'il a raison en faisant ce qu'il fait. Je ne dis pas que les choix qu'il fait sont forcément des choix bons. Mais c'est d'où il tire son inspiration de son idéologie politique. C'est un homme d'affaires, c'est un homme concret qui estime que l'Amérique doit être championne. Il le fait peut-être bien ou mal, c'est aux Américains d'apprécier. Il y a les globalistes qui sont les Obama, autres là. Le globalisme, c'est que on est tous ensemble et on fait les choses ensemble. Mais ce globalisme c'est un globalisme trompe-l'œil, finalement. À cette injustice. Honnêtement, comment est-ce que vous allez prendre un État comme les États-Unis, qui est puissant, qui a tout ce qu'il veut, et tu dis qu'il est égal à un pays comme le Bénin, et que sur le plan international, vous allez traiter de la même manière, tout est traité de manière égalitaire? Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste. Le globalisme ne peut être fait que dans un esprit où les gens ont une certaine puissance. Vous avez des très petits, très faibles. C'est comme par exemple, vous allez dans votre village, il y a par exemple, je prends le cas d'Evala, on dit que les tout petits qui viennent d'arriver n'ont qu'à faire la lutte avec les champions. C'est le globalisme. Donc Trump est un nationaliste. Dans le Nord-Togo. Oui, Trump est un nationaliste. Il se bat pour les États-Unis. Il fait ça peut-être maladroitement, mais il a ses objectifs. Les globalistes aussi ont leurs objectifs. Donald Trump, il a quand même son public, son électorat, des suprémacistes blancs, mais pas peut-être seulement, en tout cas un noyau d'électeurs qui le suivent malgré tout. Ne dites pas un noyau. Quand on dit aujourd'hui que les élections ne sont pas clairement, on parle de toss-up, ça veut dire que ce n'est pas clairement défini. Ça veut dire que l'adversaire n'est pas clairement identifié. C'est-à-dire que les sondages ne sont pas de tels qu'on puisse simplement dire Joe Biden est tellement loin que Trump ne peut pas le rattraper. Non. Il y a des gens aux États-Unis qui supportent. Il y a des gens aux États-Unis qui pensent que les États-Unis n'ont pas à envoyer de l'argent, par exemple, pour aider les autres pays. Que l'argent là peut être réinvesti. Vous savez, il y a des pauvres aux États-Unis. Hein. Il y a des gens qui ne mangent pas également. Il y a des zones rurales désertes. Il y a le problème de chômage, il y a l'insécurité. Les gens qui pensent que cet argent-là, qui est envoyé au plan international, peut être utilisé pour construire les choses. Le système ferroviaire au-delà des États-Unis est en déliquescence. Donc l'argent là peut être réinvesti au plan interne. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un groupe. Non. Et puis, c'est très difficile. Dans l'histoire, il a été prouvé que c'est très difficile de faire tomber un incumbent, un président sortant. Enfin, pas candidat, un président candidat. C'est très difficile. Ça est arrivé, je crois que c'est une fois ou deux fois dans l'histoire. L'une des fois, je me rappelle, c'était le père Bush. Oui. Ouais. C'est rare, parce que le président qui se déplace a l'avantage des caméras. Il n'a pas à payer. Joe Biden aujourd'hui a oublié de payer pour, comment on appelle, le commercial, enfin la publicité sur la télévision, les choses. Ce qui coûte extrêmement cher. Oui, le président, les caméras le suivent. Partout où il est dans un coin, les caméras le suivent. Toutes les caméras du pays sont sur lui. Voyez-vous? Donc, il dépense moins. C'est parce que, bon, le président Trump a aujourd'hui cette histoire particulière avec l'Amérique où il est incompris, où, bon, peut-être que certains pensent qu'il est un mauvais président, qu'il a cette difficulté. Les États-Unis aussi constituent un pays très segmenté niveau communauté. Alors, quelles sont les communautés qui soutiennent Donald Trump? On parle des Blancs riches, mais est-ce qu'il peut aller piocher des voix aussi dans les communautés, grandes communautés, compactes comme les Hispaniques, comme la communauté noire, par exemple? Oui. Vous prenez par exemple la Floride. Vous savez, en Floride, on a des gens qui viennent du Venezuela, des gens qui viennent de Cuba. Oui. Le Parti républicain, de manière classique, est pour l'embargo contre Cuba pour non-respect des droits de l'homme et plusieurs choses. C'est une longue histoire. Lors de la crise de Cuba, au temps de Fidel Castro, vous savez, il y a des gens qui devaient partir, qui fuyaient dans les bateaux. Il y a plein de Cubains qui ont fui, qui sont venus rester aux États-Unis, surtout en Floride. Los Angeles. Oui,
en Floride. Donc, leurs enfants, eux-mêmes, leurs descendants, ont grandi dans cette aversion du système cubain. Donc, ils veulent un renversement de système pour qu'ils puissent retourner. Donc, Fidel Castro et durant tout ce temps, ils ont fait des enfants qui ont drainé la même haine vis-à-vis du régime. Donc, ces enfants-là sont naturellement, pour la grande majorité, sont naturellement favorables au régime, aux républicains. Il y a aujourd'hui le Venezuela. Les gens qui sont contre Chavez et son président, enfin son dauphin actuel, qui ont fui et qui sont venus aux États-Unis, sont aussi favorables. Il y a par exemple des Noirs qui, pour certaines raisons, qui sont historiques, sont pour aussi les républicains. Vous savez quoi qu'on dise, vous savez celui qui a aboli l'esclavage, c'est un républicain. Hein? Ce n'est pas un démocrate. Donc, il y a parmi les Blancs qui sont, oui, la plupart du temps, c'est des riches qui veulent protéger leurs intérêts, qui sont avec lui. Il y a le cœur même du groupe, c'est les évangéliques, les religieux, qui sont foncièrement engagés. Bon, maintenant, la grande question aujourd'hui, à cette élection de cette année, c'est le comportement de ces groupes solides. Parce que l'Amérique, comme tu la vois, est composée de plusieurs groupes organisés en intérêt. Donc, il y a aujourd'hui les lobbies israéliens, il y a les lobbies catholiques. La dernière fois, le débat, c'était lors de son message. Est-ce que le pape va envoyer un message favorable pour que les catholiques se rabattent sur Biden? Donc, il y a tout un groupuscule qui ont des groupuscules qui sont là, qui gravitent. Donc, maintenant, c'est comment est-ce que ces groupuscules vont se comporter. Mais traditionnellement, ce qu'il faut comprendre aux États-Unis, c'est que il y a aussi ce gap d'âge. Actuellement, les gens autour de 60 et plus commencent à devenir des républicains. C'est les plus jeunes qui sont dans les rêves, qui sont des démocrates. Donc vous voulez dire que c'est une manière de parler. Les démocrates sont des rêveurs? Non, j'ai dit quand on est à un certain âge, on réfléchit, on veut changer le monde, on a beaucoup de choses dans la tête. Les gens pensent que c'est facile et ils ont un certain comportement. Mais toujours est-il que le point que je voulais faire, c'est que ces jeunes, d'habitude, ne votent pas. Mais les gens de là de 60 et plus, ils sont fidèles au vote. Même s'il faut qu'il aille partout sa jeune, il va voter. Et puis, ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup, ce n'est pas des gens qu'on sonde. Ils n'ont pas tout le temps le téléphone sur eux, ce n'est pas des gens qu'on sonde. Mais le hic de cette saison, c'est que on a constaté qu'il y a un peu comme au temps d'Obama, une mobilisation au niveau de la jeunesse. Les jeunes ont commencé à s'intéresser, ils sont allés, une grande majorité des jeunes est allée voter. Donc, ça pourrait amener à penser à l'idée qu'il y a la balance qui un peu favorable à Joe Biden. Mais il faut faire toujours attention. Mais la question que je vous posais, est-ce que les communautés, vous avez parlé des Latinos du côté de la Floride, Miami, vous avez parlé, j'ai évoqué le cas des Hispaniques, les Noirs, est-ce que, majoritairement, est-ce qu'ils ne pensent pas vers Biden plutôt que Donald Trump? Traditionnellement, les Noirs oui, vous savez, sont plus démocrates que républicains. C'est l'histoire des Noirs. Il faut bien qu'on précise bien, ce n'est pas les Noirs, c'est les Black Americans. C'est différent. Je l'avais dit sur ce plateau, les Black Americans, c'est l'histoire avec les démocrates. Vous savez, les riches étaient ceux qui avaient des esclaves. Et avec toutes les maltraitances qui ont suivi. Et une majorité de Noirs ayant été esclaves a des enfants qui ont vécu ou ont appris de ces choses. Naturellement, comme on avait dit, les riches se retrouvent dans le parti républicain. Et il y a ce sentiment-là qui fait que, naturellement, les Noirs trouvent que le parti démocratique est plus favorable à leur ambition ou à leur attente. C'est une illusion ou une réalité? Je ne sais pas dire s'il y a quelque chose de concret qui permet aux Noirs de dire que les républicains, les démocrates sont mieux que les républicains. Donc c'est plus une vue de l'esprit que... Non, je dirais tout simplement que il y a eu
au fil de l'histoire une certaine complicité au niveau du Parti démocrate qui fait qu'il y a une certaine facilité d'action ou de vie pour les Noirs. C'est plus facile quand on est démocrate, noir, black américain, d'évoluer ou d'avoir accès, par exemple, pouvoir être candidat à tel poste, par exemple sénateur, enfin, pouvoir être candidat, j'ai dit candidat, pas être élu forcément. Il y a plein d'élus noirs qui sont des députés, oui. Mais au même moment, vous constatez au niveau républicain, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul noir vraiment dans le Parti républicain qui est sénateur. Les autres, au niveau je vois qu'il y a une dame aussi de Utah qui a été élue comme députée. Mais c'est un peu... Mais pour moi, je pense que c'est l'histoire. Et c'est vrai que le comportement de certains dans le Parti républicain refroidit les Noirs. Il y a les démocrates qui prennent quand même beaucoup de mesures d'ordre social. En exemple, je peux citer l'Obamacare, par exemple, qui a été une révolution dans ce domaine-là. C'est un débat. Hein. Moi, je suis né et ce que j'ai appris en gagnant la sueur de son front. J'ai mené ma vie en me battant chaque jour et gagné ce que j'ai gagné. Mais tout le monde ne peut pas se battre. Il y a quand même des bras cassés. Laissez-moi finir. Lorsque moi je vois mon enseignante en anglais, quand je suis arrivé aux États-Unis, qui était perclue, qui n'avait même pas ses bras, qui n'avait même pas les pieds, qui était dans un truc là, qui se déplaçait, qu'on déplaçait, qui m'a enseigné mes premiers mots en anglais, enfin, qui m'a donné mes premiers cours en anglais. Je suis un peu mal à l'aise lorsqu'on me dit que quelqu'un qui a les 2 pieds, les 2 mains, la tête, il doit être assisté. Je suis un peu gêné. Bon, ça c'est moi ça. Mais maintenant, si politiquement les gens pensent que en faisant des filos sociaux aux gens, parce que quand vous donnez à quelqu'un, moi je suis pour apprendre aux gens à pêcher. Le système qui consiste à assister les gens a perduré. Les enfants des assistés sont devenus des assistés. Les enfants des assistés sont devenus des assistés. C'est ça le système. Vous avez des gens qui sont dans les logements sociaux du gouvernement depuis plus de 40 ans, qui ont fait des enfants là-bas, qui sont là-bas, qui ont fait des enfants. Mais il y a des inégalités naturelles, des inégalités sociales. Est-ce que devant cette situation, est-ce qu'il ne faut pas faire de la discrimination positive? La discrimination positive, elle permet d'aider quelqu'un. Vous savez, nous avons tous besoin d'un peu d'aide. De passer d'un point A vers un point B. Lorsqu'on te donne les moyens de ne pas déjà payer ton logement aux États-Unis, on te donne par exemple les moyens de ne pas payer le téléphone, on te donne à manger. Ce que tu fais, c'est que tu te concentres sur toi pour éduquer, pour étudier et sortir de cette situation. Le fait que cette aide existe, qu'on l'encourage même, qu'on l'oriente vers certains groupes sociaux, fait que ces gens se disent, mais même si je ne fais pas l'effort, elle est là. Imaginez-vous quand vous rentrez chez vous à la maison et que vous n'avez pas à manger dans votre assiette. Vous allez demander 1 fois, 2 fois. Vous pensez que 3e fois, on va vous donner au Togo, par exemple? Non, vous allez chercher. Je pense que l'aide ne peut servir qu'à une assistante ponctuelle. On ne peut pas créer une armée d'assistés. C'est où certains ne sont pas d'accord avec cette aide institutionnalisée, où on peut te donner une carte, où chaque mois tu vas chercher la nourriture. On voit ces gens qui vont chercher la nourriture. Des fois, ils revendent cette nourriture pour s'acheter des iPhones, des choses là. Oui, ces gens sont en train d'agir contre ceux qui ont vraiment besoin de cette aide. Mon point, c'est qu'il ne faut pas institutionnaliser l'aide. Il faut qu'elle soit suivie, ponctuelle. Et comme vous l'avez dit, l'aide aux États-Unis relève beaucoup plus des fondations, des associations qui sont... Oui, quand je parle d'aide, je parle d'aide en termes alimentaires, mais les États-Unis, le gouvernement donne des cartes alimentaires où on te charge, on te met de l'argent là-dessus et tu peux... Quand tu appliques pour le gouvernement fédéral, par exemple, tu peux aller dans les magasins prendre de la nourriture. Les gens prennent la nourriture, là, ils la revendent ou des fois... Le point, c'est ne pas ça. C'est qu'il faut qu'on sache à quoi l'aide sert. L'aide qui sert à garder les gens dans la pauvreté n'est pas utile. Nous devons faire de l'aide suivie, contrôlée,
qui permettent d'encourager ces gens à sortir de la pauvreté. C'est comme ça que je vois. C'est où moi j'ai un problème lorsque il y a un débat sur le fait qu'on doit aider certains forcément parce qu'ils doivent être aidés. Les États-Unis ont connu une certaine injustice contre certains groupes ethniques. Il y a ce que nous appelons l'affirmative action, qui permet par exemple, lorsque vous avez des fois dans des situations du gouvernement où vous avez deux personnes, blanc et noir par exemple, qui ont la même qualification, que le noir, dans une certaine mesure, soit plus favorisé. Ou par exemple, quand on va faire les admissions pour les universités, le noir est un peu plus favorisé des fois. Sur le papier, non? Est-ce que dans la réalité, c'est non, appliqué? Il est favorisé dans l'entrée dans l'université. C'est-à-dire quand on étudie les dossiers, on fait de sorte qu'il est favorisé un peu, on lui donne un peu du fait qu'il soit noir pour entrer. Parce que la société américaine est consciente, les Blancs sont conscients que les Noirs ont été victimes de grandes injustices qui sont là aujourd'hui. Comment est-ce que la société corrige ces injustices-là? C'est ça qu'ils sont en train de faire en faisant cela. Mais cette correction doit être faite de sorte que ceux qu'on essaie de récompenser ne restent pas dans la dépendance. Parce que vous transmettez la dépendance du père en fils. Et ça tue la communauté. Et ceux qui reçoivent ces aides-là doivent comprendre pourquoi ils reçoivent ces aides-là, en sorte qu'ils ne soient pas prisonniers de ces aides. Parce que c'est facile de se dire, quand je rentre à la maison de toutes les façons, que je travaille, que je cherche boulot ou pas, l'argent est là-bas ou la nourriture est là-bas, je vais manger, je ne vais pas dormir dehors. Bref, est-ce qu'au dernier moment, vous pensez que le bilan de Donald Trump peut jouer en sa faveur? Parce que dans ce domaine-là, sur le plan de la défense des États-Unis, sur le plan du bilan économique, il a quand même des résultats à faire valoir. Je crois qu'il est aussi prudent de ne pas exagérer dans ce domaine. Vous savez, une certaine opinion pense que à la fin du mandat d'Obama, naturellement, les gens, les grands analystes ont dit qu'il y aura la prospérité qui va se poursuivre. Parce qu'Obama est venu au cours d'une récession, d'une dépression, disons. Et il a réussi à surmonter la situation et il a mis le pays sur la pente. Donc, il suffisait seulement que celui qui vient continue à maintenir le trend, le dynamisme pour avancer. Donc certains pensent que c'est juste le dynamisme d'Obama. Bon, ils ne peuvent pas le soutenir pendant longtemps quand même. Il y a eu la crise du coronavirus. Oui, quand on sait que malgré cette crise, les États-Unis sont en train de repartir niveau croissance économique. Non, il faut pas. Il faut faire très. Ce n'est pas une continuité. Il faut faire très attention dans les analyses. Ok. Lorsque un pays perd plusieurs millions fait plusieurs millions de chômeurs à cause de la pandémie, les gens restent à la maison, et que les emplois commencent à reprendre un peu, on monte, vous n'allez pas dire qu'il y a un miracle. Si la situation était normale et que on voit une autre émergence, là, nous sommes en train de retourner aujourd'hui timidement vers l'étape avant le corona. Ce que certains pensent, c'est que ce système de Trump a favorisé les riches. Parce que quand on voit dans la loi de finances votée, il y a aujourd'hui plus de milliardaires qu'il y en avait avant. Il y a beaucoup, mais quand on fait les stimulus qu'on a fait, les packages qu'on a fait, les riches sont plus enrichis. En fait, c'était normalement destiné plus à aider les sociétés et puis les gens, les démunis. Mais on s'est rendu compte qu'ils sont enrichis. C'est un débat qui est difficile dans une Amérique polarisée. Je suis fait une analyse de technicien ici, je ne fais pas une analyse de partisan, donc je dis tout simplement que ça dépend à qui tu parles. Mais moi, mon analyse de spécialiste, c'est que nous sommes en train, quel que soit le bond que nous faisons économiquement aux États-Unis aujourd'hui, nous sommes en train de retourner vers le point où on était avant. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme un miracle? Ça, c'est aux autres de juger. Alors, quel peut être l'impact, l'implication de l'ancien président Barack Obama dans cette élection présidentielle quand on connaît sa popularité? Il est sur le terrain, il moule le maillot aux côtés de Joe Biden. Ce dimanche encore, il est en train d'haranguer les foules en faveur du candidat démocrate. Vous pensez que ça peut être un appui décisif pour l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche? Incontestablement, le président Barack est un président toujours populaire aux États-Unis, surtout auprès des démocrates et des jeunes. Des communautés noires dans une certaine mesure. Est-ce que son action va
changer les choses. Je pense que cette question, tout ça répond dans le comportement de Biden lui-même. Il a tout le temps exprimé sa proximité avec le président Barack Obama. Je crois qu'ils ont, étant pendant le secret de Dieu, je pense que toutes les grandes décisions que Biden a prises, il s'est assuré qu'il est sur la même longueur d'onde que le président Barack Obama. Et c'est de bonne guerre. Est-ce que ça ne va pas jouer contre lui finalement? Il risque d'être pris comme un second couteau, parce que lui qui a été longtemps vice-président... Aux États-Unis, la popularité d'une personne compte. C'est pourquoi, par exemple, les gens paient des sommes importantes pour s'afficher, par exemple, avec certaines personnes. Par exemple, voyez-vous, les gens payent près de 30 000 et plus $ pour rester avec Warren Buffett, le milliardaire, pour avoir seulement, je ne sais pas, 5 minutes de discussion avec lui, pour le rencontrer. Voyez-vous, les gens, aujourd'hui... Écoutez, je ne rentre pas dans le secret de Dieu, mais il y a des photos que tu prends dans ta vie qui, tu es content d'être avec quelqu'un qui est populaire. Le président Barack est un président populaire. Donc, si il bénit quelqu'un, ça peut l'aider. Mais je ne dis pas que ça va lui donner la victoire. La preuve, et puis mieux encore, vous savez, il y a ce sentiment de trajectoire coupée chez le président Barack Obama. C'est comme il a fait un travail et d'un seul coup, ce travail qu'il a fait pour mettre l'Amérique sur une voie a été interrompu. Ça serait une bonne chose pour lui, par exemple, qu'un candidat vienne, il devienne président et qu'il continue le travail là où il avait laissé. Donc, j'estime que c'est toujours positif qu'il soit là, mais si ça va changer le résultat, je ne sais pas trop. Alors, quelle que soit l'issue de ce scrutin le 3 novembre prochain, parce que les élections ont lieu le premier mardi du mois de novembre, et c'est ainsi, donc, ça tombe sur le mardi prochain. Quel que soit le président qui va venir, est-ce que ces élections vont constituer un tournant dans la vie politique aux États-Unis en relation avec cette pandémie du coronavirus? Je posais la question plus tôt. Est-ce que cette élection a un enjeu tel que elle est tellement importante, non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde? Incontestablement, vous savez que le président sortant, ou bien le président actuel, gagne ou pas, Donald Trump est rentré définitivement dans l'histoire comme un président particulier qui a laissé sa marque définitivement dans le monde. Il a changé beaucoup de choses dans le monde. Pas forcément en termes positifs, pas forcément en termes négatifs, mais il a laissé sa marque. Bon, si ça va changer, est-ce que moi, par exemple, je souhaiterais retourner à l'avant Trump en termes de pensée, en termes d'action, en termes de choses-là. Je ne parle pas en termes de mauvaises choses. Il faut reconnaître que l'ère Trump a apporté un certain dynamisme, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde. Les gens ont commencé à réfléchir autrement. Les Africains ont commencé à réfléchir autrement. Il y a un certain aspect positif de la chose. Les Africains ont commencé à comprendre, par exemple, qu'on peut réclamer certaines choses. Vous voyez comment l'OIA est devenu un peu plus dynamique. Pour une fois, l'OIA a eu le courage de dire non, aux États-Unis, vous maltraitez les Noirs. Par le passé, c'est jamais passé. Bon, du bout des lèvres. Ils l'ont dit, même si c'est debout, même si c'est en cachette, ils l'ont dit. Voyez-vous, des gens, les Africains ont commencé à s'exprimer. Dans le monde entier, les gens s'expriment. Les gens ont commencé à changer, à voir les choses autrement. Ce n'est plus les voies bâties où nous sommes là, où tout le monde veut. Les choses il y a un certain dynamisme. Quel que soit ce qu'on reproche, je sais que ça va rester. Bon, maintenant, est-ce que Biden va nous ramener dans l'ère très diplomatique du passé où tout est mesuré, tout ça là? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ça va être difficile pour tout président élu de retourner en arrière comme rien ne s'est passé. Oui, mais la réélection de Donald Trump, est-ce que ça ne peut pas être, c'est une façon de voir les choses, hein, une menace pour le monde quand on sait les difficultés économiques qu'il y aura après la pandémie du coronavirus, hein, les crises politiques vont s'exacerber. On a vu les tensions entre les États-Unis et l'Iran monter crescendo. On a vu les difficultés entre la Chine et de l'autre côté, avec Taïwan et consorts. Est-ce que même les États-Unis et la Chine, les crises se sont multipliées? Est-ce que la réélection de Donald Trump ne va pas plonger le monde dans une crise plus grave que ce qu'on a connu jusque-là? Moi, ce n'est pas des crises que j'ai peur, moi. Ce dont j'attends de l'humanité,
c'est le courage pour arriver à de meilleurs résultats. Lorsqu'il y a deux personnes, il y a toujours des crises. C'est la manière dont on gère. Par le passé, il y avait des crises. Il y avait des crises par le passé, c'est qu'elles étaient gérées de manière diplomatique. Et ce n'est pas la première fois que les États-Unis envoient tuer quelqu'un à l'extérieur. Barack, en son temps, a fait tuer des gens. Mais c'était fait de manière cachée, on n'en fallait pas trop. Trump, lui, dit j'ai tué. Voyez-vous, ce n'est pas nouveau ce qui se passe. Seulement que les choses, nous sommes dans l'heure des versos, comme certains le disent, les choses sont sorties. On voit tout aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que Trump est là-bas? Je ne sais pas. Mais ce que je dis, c'est que il est important que le monde entre dans une période de sagesse et que certaines valeurs soient les valeurs qui nous quittent. Nous devons savoir que les actes que nous posons aujourd'hui, un acte que par exemple nous posons au Togo peut avoir des répercussions aux États-Unis. Voyez-vous, un simple acte. Donc l'acte que tu poses à la maison, en éduquant tes enfants par exemple, aujourd'hui certaines personnes sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont eu une éducation donnée. Si leur père ou leur maman leur avait éduqué autrement, ça aurait été autrement. Il faut que chacun aujourd'hui comprenne que nous sommes dans une situation où chacun doit prendre ses responsabilités. Est-ce qu'une seule personne peut être à l'origine de tout le problème du monde? Je dis non. C'est collectivement que nous devons voir les choses, collectivement que nous devons accepter les compromis, collectivement que nous devons aborder les problèmes. Mais on ne peut pas aborder ces problèmes collectivement si nous refusons de les analyser, de les reconnaître. Si nous faisons semblant que le problème n'est pas là. On voit le problème, on fait semblant qu'il n'est pas là, on ne le résoudra jamais. Autant que ces problèmes sortent, que le monde les résolve, et que la paix revienne. Vous savez, quand vous voyez un peu l'histoire du monde, c'est cyclique. Ces périodes que nous connaissons aujourd'hui, on les avait connues dans les années 45. Bon, seulement que nous prions que nous n'allons pas à la guerre cette fois-ci. Mais c'est des moments qui sont arrivés et ça tourne jusqu'à ce que nous allons arriver à un moment de paix. Ça va tourner, mais il est important que les gens se parlent. Il est important. On ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas. Il y a des injustices dans le monde. L'achat des minéraux, l'achat des matières premières du monde, des pays africains, les problèmes politiques en Afrique, les problèmes politiques dans les pays asiatiques. Il y en a plein. Il est important que les gens en discutent. Ce n'est pas en les cachant qu'on les résoudra. On les résoudra. Donc, je pense que c'est une opportunité. Est-ce que c'est une seule personne qui est le problème? Je ne pense pas. Je pense que ce n'est qu'une étape dans l'histoire du monde. Nous arrivons, enfin, nous tirons vers la fin de cette émission. Mais si je veux faire la synthèse et surtout lire entre les lignes, il me semble que la présidence de Donald Trump, vous, ça ne vous dérange nullement. Hein? Je n'ai pas dit ça. Vous m'avez invité ici en tant que spécialiste. Moi, je vous donne mon opinion de spécialiste. Oui, là où je vous attendais, c'est que vous me demandez, par exemple, parce que ce quoi nous nous attendons aux États-Unis aujourd'hui, c'est que cette élection risque de créer une crise. Donald Trump, par exemple, risque de refuser de remettre le truc là. Comment on résout ces problèmes techniquement, juridiquement? Je pensais que c'est là que vous voulez me coincer, mais bon, vous avez voulu que je fasse... Puisque ça ne risque pas d'arriver, d'ailleurs, non? Qui dit ça? C'est pas parce que l'ambassadeur là a dit qu'il n'a pas, la boule de cristal. Il y a eu des informations selon lesquelles, dans un cercle fermé, Donald Trump a dit qu'il a pris des dispositions pour qu'il va contester chaque point. Et il y a des mécanismes pour résoudre ces problèmes. Si ça se pose, comment ça se passe? Il y a des mécanismes. C'est de ça, techniquement, que moi, spécial, je vais parler. Donc, vous pensez que Donald Trump peut, du haut de la Maison-Blanche, dire qu'il ne va pas remettre le pouvoir? C'est pas qu'il peut, il a le droit de contester. Nous sommes dans un régime. S'il estime, c'est ça le droit. Tu as le droit de contester quand tu estimes que tu es chaud là. Il a le droit. Ce n'est pas parce que tout le monde, par le passé, a dit oui, c'est bon, que lui, il est obligé. On a vu le cas Gore par le passé. Mais comment on le résout? C'est un peu ça ce que je dis. Des fois, nous sommes dans une logique où nous évitons de débattre sur les vrais problèmes. Et ça fâche lorsqu'on débat sur les vrais problèmes. Après, quand les problèmes surgissent, nous ne savons pas comment les résoudre. Il faut débattre sur les vrais problèmes. Même jusqu'aux États-Unis, si un candidat vient contester les élections, est-ce que ça ne va pas être la catastrophe dans les pays fragiles en Afrique où on connaît cette situation? La bonne chose, c'est que les États-Unis ont un mécanisme. Si le président est contesté, ce mécanisme existe aussi dans les autres pays. Quand le président est contesté, le pays n'est pas bloqué. Le vice-président il prête serment, il continue à gérer jusqu'à ce que le problème, il est acting président, jusqu'à ce que le problème du président soit résolu. Ici, quand le président est contesté dans nos pays, le pays est bloqué. C'est où le système américain a cette particularité où je pense que c'est le système qui a adapté à des démocraties qui veulent aller vers le développement économique.
parce que ça ne bloque pas le pays. Ça continue. En cas de contestation, le président est mis entre parenthèses. Le président est mis et le vice-président, en fait, il prête serment, il fait ce qu'on appelle acting president. Il agit comme le président jusqu'à ce que le président soit clair et enfin le problème du président soit résolu. Il y a des mécanismes pour ça. Qui fait quoi quand il y a des problèmes? C'est tout un mécanisme juridique qui est là, bien huilé. Mais qui n'a jamais été expérimenté. Il n'a jamais été expérimenté. Ce n'est pas toujours vrai parce que Adam Johnson a été élu par les députés en 1800. Quand il y avait un problème, quand les grands électeurs sont rencontrés pour faire le vote et qu'il y avait un problème, on n'a pas pu avoir les 270. C'est les représentants qui sont retrouvés pour élire Adam Johnson. Ça s'est passé au même moment pour... non. Je crois qu'Adam Johnson en 1824 plutôt. Donc, il y a toute une procédure qui est mise en place pour... Parce que le grand risque que nous courons aujourd'hui, c'est que quelque chose ne fonctionne pas, que le président actuel dise non. Je n'appelle pas celui qui est supposé gagnant pour le féliciter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le pays continuera à fonctionner. Comment ça fonctionne? Je pense que c'est de ça que nos discussions, normalement, autour de ça, nos discussions doivent tourner. Pour que la masse comprenne qu'il y a d'autres voies autour pour éviter que le pays soit paralysé. Aujourd'hui, par exemple, si on fait les élections au Togo et que le pays, on n'arrive pas à avoir le président, il y a un problème là. Comment le pays fonctionne? Qui va diriger le pays en attendant? Est-ce que c'est le président contesté ou c'est le président qui veut venir? Pourquoi vous ne vous êtes pas inspiré de ces mécanismes? Je n'ai pas été invité à l'écriture de la Constitution togolaise. Sinon, je l'aurais dit. Merci, docteur Théo Bito. Nous arrivons donc déjà à la fin de notre discussion. Merci une fois encore d'être passé. C'est un plaisir. On se retrouve peut-être après le 3 novembre, après le vote. Inch'Allah. Avez-vous voté? Je l'ai déjà fait. Pour qui? Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Pour le camp démocrate ou le camp républicain? Je l'ai déjà fait. Oui, on sait que vous l'avez fait. Le vote est secret. Il est secret, donc... En tout cas, on souhaite bonne chance à votre candidat, qui qu'il soit. Inch'Allah. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. À très bientôt sur votre chaîne.